Il y a des choses qui nous semblent évidentes en Europe, en France, comme l'accès à l'électricité. Et pourtant, il y a des zones dans le monde, en particulier les zones reculées, sur le continent africain par exemple, où c'est pas du tout le cas. Et mon invité du jour, Nicolas Plein, qui est polytechnicien, a beaucoup réfléchi à donner l'accès à l'électricité dans ces zones reculées. Et ce qui est intéressant, c'est que, alors qu'on parle de décentralisation, de réglementation, ça montre aussi les limites de notre propre système qui est, lui, hyper centralisé, avec des centrales, comme vous le savez. Donc, dans cette conversation, on parle de cycle de vie, on parle de mix de technologies, on parle évidemment de panneaux solaires, on parle d'usage, on parle de confort, mais aussi de surconfort. Bref, une conversation sur l'énergie, que vous verrez qui est assez intéressante, je crois. Je vous laisse l'écouter. Allez, Vlan, c'est parti. Donc, bonjour à toutes et bonjour à tous. Bonjour Nicolas. Bonjour Greg. Alors, pour pas cacher de secret, on a déjà enregistré ce podcast dans un contexte qui était beaucoup plus sympa. C'était en août dernier chez toi, dans les Alpes, et tu as été suffisamment gentil pour accepter de refaire l'épisode. C'était un peu une sorte de demande de ma part. Et d'abord, je voudrais te demander comment ça va, parce qu'en fait c'est important. Et puis après, on va parler de notre sujet tous les deux. Et ben avec plaisir, en tout cas c'est toujours un plaisir d'échanger avec toi, donc aucun souci pour refaire le podcast. Et moi ça va super bien. Écoute, je suis toujours dans les Alpes françaises là. J'ai une vue magnifique sur les montagnes enneigées là. Ça a pas mal neigé ces derniers jours. Et oui, ça avance bien là. Tous les projets avancent bien sur les différents sujets en lien avec la transition écologique. Donc c'est super. On voit que les choses avancent. On voit qu'il y a une motivation des différentes personnes. Donc ça donne de l'énergie pour continuer d'avancer. Ouais. Attends, je vais reprendre. Je vais pas dire qu'on va refaire. Pas grave. Je vais reprendre. Pas de souci. Donc je te refais l'introduction. Pas de souci. Je te fais l'introduction normale sans dire qu'on va faire. Ok. Nickel. Et tu veux que je refasse la phrase Ouais, je te repose la question. On recommence. Ça te va ? Ouais, pas de souci. Ok, nickel. Allez. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bonjour Nicolas. Comment ça va aujourd'hui ? Bonjour Greg. Écoute, ça va super bien. Là, j'ai une magnifique vue sur les montagnes enneigées des Alpes et ça fait toujours plaisir de voir le coucher de soleil comme ça. Ouais. On va parler ensemble d'écologie, on va parler d'énergie, on va parler du continent africain et on va parler de zones reculées, de méthodes décentralisées d'énergie. Pourquoi toi tu t'es intéressé à la question de l'énergie et en particulier des zones reculées ? Alors moi, je me suis intéressé à ces questions-là parce que j'ai suivi un cursus traditionnel d'ingénieur et je me suis spécialisé dans les sciences du climat et de l'environnement. Et en fait, quand on regarde les sciences du climat et de l'environnement et le dérèglement climatique, on voit que on regarde les émissions de gaz à effet de serre pour savoir comment elles font se réchauffer notre climat. Et en fait, on se rend compte quand on regarde les solutions qui existent que il y a beaucoup d'intérêt à développer tout un système électrique qui soit décarboné. Nous, le nôtre, on l'a développé depuis des dizaines d'années et dans les pays du Sud qui sont en plein développement, en fait, il y a un énorme potentiel pour créer des nouveaux systèmes et essayer d'émettre moins d'émissions de gaz à effet de serre pour lutter contre le dérèglement climatique. Donc, c'est vraiment moi ça m'a poussé à m'intéresser à ces sujets. Et dans les zones reculées, ça allie vraiment ces questions de transition écologique et sociale parce qu'il y a vraiment un côté qui allie ces deux aspects, à la fois essayer de lutter contre le dérèglement climatique et essayer aussi de comprendre comment vivent ces populations et essayer de trouver des solutions pour qu'elles puissent en tout cas s'adapter au dérèglement climatique. Alors, histoire de débuter, je vais te poser une question très bête, mais en même temps, je sais pas, je crois que je l'ai jamais vraiment posée et en même temps, elle est tellement essentielle. Tu peux expliquer la différence entre le climat et la météo ? Oui, alors c'est une question qui est essentielle effectivement parce que souvent on dit typiquement aujourd'hui il y a eu des chutes de neige ou il y a des vagues de froid comme disait Donald Trump aussi que le dérèglement climatique, le réchauffement climatique c'est des bêtises parce ils ont jamais eu aussi froid dans un état des États-Unis. Et en fait l'idée c'est que le climat et la météo, c'est vraiment deux choses différentes. La météo, c'est quel jour, quelle météo on va avoir dans les prochains jours. On peut prévoir cette météo avec plus ou moins de précision dans les 2-3, voire les 2-3 jours suivants, voire la prochaine semaine ou dans 2 semaines. Par contre, le climat, c'est quelque chose qui est vraiment en lien avec la moyenne. Donc en fait, le réchauffement climatique, avec la météo, on peut avoir des jours où il y a beaucoup plus de neige, où il fait beaucoup plus froid. Mais en moyenne, c'est-à-dire en moyenne sur les différents mois, les différentes années, on voit qu'on a une tendance à un climat qui se réchauffe.
Donc, par exemple, un marqueur de ça, c'est on voyait dans les Alpes françaises, dans les 10 dernières années précédentes, on a eu 9 années à canicule, même si on a pu avoir des jours très froids en hiver. Donc, c'est vraiment deux choses à complètement différencier. Et c'est pas parce qu'il fait plus chaud ou plus froid en été ou en hiver dans une saison donnée, dans une année donnée, que ça veut dire qu'on a plus de réchauffement climatique. Par contre, la transition climatique, celle qu'on est en train de vivre, parce qu'en réalité, on parle de la crise climatique comme si elle n'était pas déjà là, mais toi, tu as pu l'observer dans certains pays et dans certaines zones, c'est-à-dire qu'en fait, je me souviens que tu m'avais expliqué que ça se déréglait complètement, c'est-à-dire que parfois il y avait des canicules en période de pluie et il y avait des pluies abondantes en période de canicule. Est-ce que tu peux nous expliquer ça et les conséquences que ça peut avoir surtout ? Oui. Alors quand on parle du changement climatique, en fait, du réchauffement climatique, c'est vraiment, en fait, il faut vraiment parler plutôt de dérèglement climatique, parce que c'est un dérèglement de l'équilibre climatique à l'échelle mondiale. Et en fait, parce que des réchauffements climatiques, en fait, on en a déjà eu dans le passé, grâce aux calottes de glace. En fait, ces forages dans la glace, on arrive en analysant les petites bulles qui ont été piégées dans la glace, on arrive à remonter à l'état de l'atmosphère dans les 800 000 dernières années. Et dans les 800 000 dernières années, ce qui est intéressant quand on regarde, c'est on a eu des climats qui étaient plus chauds qu'aujourd'hui. On a eu des températures globales plus chaudes qu'aujourd'hui. Mais en fait, ce qui est vraiment différent aujourd'hui par rapport au réchauffement précédent qu'on a connu, c'est un réchauffement qui est dû d'origine anthropique, c'est-à-dire qui est dû aux activités humaines. Et ce réchauffement, il est 100 fois plus rapide que tous les réchauffements qu'on a pu connaître par le passé. Donc c'est un réchauffement qui est très rapide et c'est aussi un réchauffement qui a lieu dans un contexte où on va aller vers 9-10 milliards d'hommes qui sont sur la Terre, et donc avec des phénomènes de migration de population qui sont assez énormes en lien avec ce dérèglement climatique. Et comme tu disais, effectivement, en fait, ce dérèglement, c'est déjà une réalité, hein, c'est pas quelque chose qui va arriver dans les prochaines années, dans les 10 prochaines années, c'est quelque chose qui nous touche déjà. Donc nous, dans les Alpes, c'est quelque chose qui nous touche. On voit, il y a moins de neige, on peut moins faire de ski, mais ça, à la limite, c'est quelque chose qui est assez accessoire. On a par contre des écroulements aussi qui peuvent aussi entraîner des dégâts, donc ça peut être un peu plus problématique. Mais quand on est en Afrique, par exemple, on avait été en Tanzanie, on était dans la Tanzanie, normalement c'était la saison sèche, et ben en fait c'était pas du tout la saison sèche, c'était une saison de succession d'énormes tempêtes, orages, et ça c'est aussi un des effets du dérèglement climatique, c'est d'augmenter les événements extrêmes comme les tempêtes, les cyclones, les feux de forêt, les inondations. Ça va augmenter à la fois leur intensité, donc c'est des tempêtes qui vont être plus fortes, et leur fréquence, c'est-à-dire qu'on va avoir plus de ces événements extrêmes, donc plus de tempêtes. Et là, ce qu'on voyait en Tanzanie, voilà, c'est que pendant la saison qui est normalement la saison sèche, on avait énormément d'orages avec des pluies diluviennes qui provoquaient d'énormes inondations et qui touchaient des personnes qui étaient complètement démunies face à ça et qui n'avaient pas toute la technologie ou tout le confort qu'on peut avoir pour y faire face. Et l'infrastructure, et surtout, en fait, ce que tu m'expliquais, si je me souviens bien, c'est que malgré tout, on est dans une période de sécheresse, et donc naturellement, quand il pleut sur un sol qui est aride, en fait, l'eau, elle n'intègre pas, elle coule, en fait. C'est ça qui crée des inondations aussi. Eh ben, c'est exactement ça en fait. Quand on était à Arusha, donc en Tanzanie, pour aller mettre en place un micro-réseau d'électricité renouvelable, c'est un micro-réseau qui permet à un village d'avoir accès à cette électricité-là. Et ben en fait, on n'a pas pu se déplacer vers le village parce que les pluies diluviennes en fait avaient entraîné des inondations énormes qui avaient coupé des routes et qui rendaient des zones entières complètement inaccessibles. Et ça, c'est pas une seule journée, c'est vraiment pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, où ces zones sont complètement coupées du reste du monde. Donc c'est vraiment quelque chose qui est très problématique et c'est déjà le présent en fait. Ces populations-là, elles subissent de plein fouet les effets du dérèglement climatique, et en plus elles y ont pas vraiment contribué parce que c'est pas les populations qui ont mis le plus de gaz à effet de serre. Et oui, c'est ça, parce qu'en fait, tu parlais tout à l'heure du nombre d'habitants sur la planète, mais en réalité, la problématique n'est pas tant le nombre d'habitants sur la planète que le nombre d'habitants en Occident ou qui ont un mode de vie occidental at large, hein, parce que maintenant, évidemment, il y a un certain nombre de personnes en Asie, en particulier en Chine, qui ont un mode de vie similaire, et c'est ça qui pose problème. C'est pas tant le nombre d'habitants. En fait, il y a, je crois, enfin peut-être que je me trompe d'ailleurs, je suis pas géographe, mais je pense qu'il y a suffisamment pour 10 milliards de personnes. Simplement, il n'y a pas suffisamment pour que 10 milliards de personnes vivent de la même manière que nous on vit, par exemple. Voilà,
non seulement il y a, c'est ça, non seulement il y a ce problème-là, et puis il y a aussi le fait un peu historique. En fait, nous pour arriver à des sociétés technologiques comme on les connaît actuellement, avec un confort de vie qui a jamais été aussi poussé, on a dû émettre énormément de gaz à effet de serre depuis la révolution pré-industrielle, et tous ces gaz à effet de serre, et ben on a une espèce de dette de gaz à effet de serre émis qui fait que aujourd'hui on est principalement responsable de ce dérèglement climatique, et on est bien armé justement avec les technologies dont on dispose pour s'adapter, même si ça va être compliqué, hein, mais c'est les populations dans les pays du Sud, dans différents pays qu'on a pu visiter, et notamment en zone rurale, c'est vraiment là où on retrouve des populations qui ont pas les moyens qu'on a pour s'adapter, et qui en plus subissent de plein fouet la désertification, ces tempêtes, ces cyclones et ces inondations. Je pense entre autres en ce moment à Madagascar où il pleut pas, et donc quand il pleut pas, le problème, on aime bien quand il pleut pas, tu vois, tu en parlais de météo tout à l'heure, mais quand il pleut pas, ça veut dire qu'on peut rien faire pousser, et donc il meurt de faim tout simplement parce qu'en fait il y a pas de pluie. Ça c'est un vrai sujet, et ça on rejoint encore les événements extrêmes, c'est que ces sécheresses elles sont plus fortes, plus fréquentes, et il faut essayer de trouver les bonnes solutions pour s'adapter en faisant en essayant de faire avec les écosystèmes qui nous entourent, la nature qui nous entoure, et en utilisant aussi les technologies qui sont à notre disposition et à la disposition des différentes sociétés. Ouais. Donc on va parler d'énergie tous les deux. Avant de parler des zones rurales ou des zones reculées en Tanzanie par exemple, ou dans d'autres pays, est-ce que tu peux nous expliquer le système auquel on est habitué, c'est-à-dire le système qu'on connaît nous ici, on parle beaucoup de centrales nucléaires, de centrales à charbon, de gaz qui arrivent peut-être de Russie. C'est ça. Peut-être plus dans un futur proche. Peut-être ou pas, on ne sait pas. Est-ce que tu peux expliquer comment ça a été construit, comment ça a été conçu, et du coup, comment, après, on partira sur tous les travaux que tu as menés en Tanzanie et ailleurs. Ouais. Et ben alors le système électrique tel qu'on l'a conçu en fait à une époque où on n'avait pas toutes les technologies qui étaient disponibles, et où on n'avait pas forcément connaissance aussi de ces problèmes du dérèglement climatique, de la protection de l'environnement, etc. Donc on a conçu un système électrique qui est assez ingénieux. C'est un système centralisé en fait, où on a des grandes centrales de production d'électricité. Donc tu parlais des centrales nucléaires qui sont très importantes en France. Elles représentent à peu près 80% de la production d'électricité, et en plus elles nous permettent d'avoir une ressource qui est disponible 24 heures sur 24. Et donc on a des grandes centrales de production, donc soit nucléaires, soit au charbon, soit au gaz, etc. Et ensuite on a des grandes lignes électriques qui nous permettent de distribuer le courant généré dans ces centrales aux particuliers, aux entreprises, aux personnes qui consomment cette électricité. Et en fait, on peut avoir, moi qui habite aux environs de Grenoble, et ben en fait l'électricité que j'utilise, je sais pas d'où elle vient, elle peut très bien avoir été produite à Nantes, en Bretagne, ou je ne sais où, par une production centralisée d'électricité. Et ça en fait c'est ouais. Non, vas-y, je t'en prie. Ouais, ça c'est super. C'était vraiment très ingénieux à l'époque, parce qu'en fait on pouvait vraiment avoir ces moyens de production centralisés et répondre à une demande qui était de plus en plus forte en énergie, en électricité, pour pouvoir se développer, pour pouvoir répondre aux besoins de l'industrie, et pour pouvoir répondre à nos besoins. Et là, en fait, on voit que ce modèle, il est très intéressant, mais aujourd'hui, dans un contexte de dérèglement climatique et du fait qu'on doit intégrer de plus en plus d'énergie renouvelable, et ben, on voit qu'il atteint un peu ses limites. Enfin, qu'il faut essayer de réinventer un nouveau modèle autour de ça. Ouais. Oui, parce qu'en fait, ce qui est intéressant, c'est de parler des limites de notre système. Il y a celui que tu viens d'évoquer, il y a aussi celui qu'on évoque un petit peu en géopolitique, qui est potentiellement des attaques, des cyberattaques sur ces systèmes centralisés, ce qui fait que ça générerait des énormes problèmes de fourniture d'électricité. Et puis, il y a aussi un autre problème, mais je veux bien que tu m'en parles, qui est la perte d'énergie entre la centrale et puis l'endroit où elle est consommée, cette énergie. Voilà, il y a toute une perte en ligne en fait, et il y a aussi tout ce qui est la conversion d'électricité de la basse tension à la moyenne tension et à la très haute tension. Et en fait, tout ça génère en fait des pertes dans l'ensemble du système, et ça fait que en fait, sans
100% d'électricité qui est produite par la centrale, ça va être, on va à la fin en fait, avec toutes ces pertes, on en aura beaucoup moins à notre disposition quand on va vouloir la consommer. Et ça, c'est des pertes qu'on a un peu moins et qu'on va avoir besoin d'un peu moins de produits, de matières premières, etc. quand on est sur des plus petits systèmes qui nous permettent de produire et de consommer localement. Ça représente quoi cette perte? Enfin, est-ce qu'on peut la chiffrer en pourcentage ou... Alors, en pourcentage, il faudrait regarder de quoi on parle, mais l'idée, on peut être à quelques dizaines de pourcents. Ça faudrait que je précise un peu plus en fonction de quel système on parle. Mais c'est des pertes qui sont significatives et dans un système où on veut avoir plus d'efficacité et plus de sobriété énergétique, où chaque kilowattheure produit et consommé compte. On le voit bien aujourd'hui là où on est en hiver, on a des pics de demande très importantes, et pour faire face à ces pics de demande très importantes, on est obligé de relancer des centrales à charbon qui émettent énormément de gaz à effet de serre. Et si on évite ces différentes pertes, si on va vers plus d'efficacité, plus de sobriété, on arrive à lisser en fait la courbe de demande et éviter d'avoir ces pics qui sont très émetteurs en gaz à effet de serre. Très bien. Et alors du coup, comment ça se passe? Enfin, qu'est-ce que vous avez essayé de mettre en place? Parce que effectivement, dans les zones reculées, dans les petits villages, alors en France, ils sont reliés évidemment aux centrales, mais dans d'autres pays, comme sur le continent africain, c'est pas nécessairement le cas évidemment. Donc, qu'est-ce que vous avez mis en place et comment ça fonctionne? Alors là, l'idée, c'est d'essayer de voir comment, en utilisant les nouvelles technologies à notre disposition, parce qu'elles sont là et qu'on peut les utiliser, l'idée, c'est de voir comment on peut essayer d'inventer de nouveaux modèles d'électrification qui permettent d'intégrer plus d'électricité renouvelable et qui permettent de répondre à une demande ou d'adapter la demande. Donc, on a essayé on met ça en place en fait pour les zones rurales, pour l'accès à l'électricité, pour essayer de répondre à une demande en fait qui est initialement très faible, parce que la demande quand les personnes n'ont pas encore accès à l'électricité, elle évolue dans le temps et elle va croître dans le temps avec des nouveaux besoins, des besoins à la fois domestiques, mais pour les foyers, mais aussi des besoins en usage productif, que ce soit des menuisiers, des boulangers, des personnes qui travaillent le bois, l'acier, des soudeurs. Et l'idée, c'est vraiment d'avoir en fait des moyens de production d'électricité qui peuvent complètement s'adapter et répondre à la demande. Et pour ça, en fait, c'est génial de pouvoir utiliser l'électricité renouvelable et notamment l'électricité solaire dans ces zones, parce qu'on peut à la fois initialement mettre des petits panneaux solaires pour répondre à la demande, couplés avec des batteries et fournir un service initial d'accès à l'électricité. Et ensuite, petit à petit, on peut augmenter les moyens de production en rajoutant des panneaux solaires, en rajoutant des batteries, en rajoutant éventuellement une hydrolienne ou un petit barrage au fil de l'eau, une petite éolienne dans les zones où il y a du vent. Et puis tout ça, en fait, c'est quelque chose qui vit, qui se développe, et c'est pas quelque chose qu'on a mis au temps zéro et qui ensuite on le touche plus pendant 20 ans. C'est quelque chose qui vraiment s'adapte aux besoins. Et ça, c'est vraiment un élément clé. C'est de comprendre le besoin et de répondre à ce besoin sans arriver directement avec une énorme centrale. Et aussi, par le même biais, on arrive à sensibiliser en fait les personnes qui utilisent l'électricité à comment les générer et comment il faut la consommer. Ça, c'est quelque chose qu'on n'a plus du tout en tête. Par exemple, là, moi, je viens de brancher mon micro ou l'ordinateur. J'ai pas du tout en tête où est produit l'électricité, quand est-ce qu'il faut mieux que je la consomme et qu'est-ce que ça implique. Et justement, c'est quoi l'usage qu'ils ont au début? C'est quoi les premiers usages en fait? Parce qu'en fait, nous, on se rend même pas compte, parce qu'en fait, l'électricité, c'est tellement évident. C'est-à-dire qu'on branche, on arrive dans un appartement, on va brancher, j'en sais rien, une bouilloire, une machine à café, la télé, la chaîne, des enceintes, son téléphone. C'est quoi les usages dans des zones où il n'y avait pas l'électricité jusqu'à présent? C'est quoi les premiers usages qu'on voit? C'est ça qui est assez drôle, c'est que finalement, on a pu faire des lampes solaires pour l'accès à la lumière, en fait. Et finalement, on se rend compte que de plus en plus, ces lampes solaires, elles avaient une petite prise USB. Et en fait, ces petites prises USB, à chaque fois, elles étaient utilisées pour recharger les téléphones portables.
Et en fait, Ah, n'importe où on allait, mais vraiment de partout, l'idée, toutes les personnes utilisent mais même des téléphones portables, des 3310, des mhm. très vieux téléphones portables, mais qui permet de faire plein de choses, de payer avec son téléphone, avec de la mobile monnaie. Et ça, c'est vraiment développé même dans les zones très reculées, très rurales, que ce soit au Kenya, en Tanzanie, on est aussi au Nigeria, au Sénégal, enfin dans plein d'endroits. Et ça, c'est vraiment le moyen qui est utilisé là-bas pour payer et pour communiquer. Et ça, le besoin de communication, c'est vraiment quelque chose qui est assez primordial et qui souvent est un des besoins premiers dans les villages, même dans les zones reculées dans lesquelles on va. Donc D'accord. il y a ce besoin de communication, il y a le besoin de lumière aussi, qui est assez intéressant pour pouvoir tout simplement dans des endroits où le soleil se couche assez tôt, et pouvoir avoir une vie ensuite après que le soleil se soit couché, pour les enfants pouvoir continuer d'étudier, tout ça c'est quelque chose qu'on voit vraiment sur le terrain, et ensuite après pouvoir avoir des zones de vie, tout simplement un lampadaire dans un village, et en fait il y a des regroupements en dessous, on continue de vivre après que le soleil soit tombé, et puis ça permet aussi d'éviter d'utiliser des feux, enfin des feux qu'on peut faire même à l'intérieur, ce qu'on a vu et qui est très mauvais pour la santé. Ouais, et puis qui peuvent être dangereux, j'imagine, sur la santé, mais aussi qui pourraient éventuellement, enfin, je suppose, en particulier quand c'est utilisé à l'intérieur, enfin, brûler une maison. Oui, et Enfin, puis qui contribue beaucoup à la déforestation aussi. Oui, Ça, c'est quelque chose, parce qu'en fait, quand on a envie de faire un feu, qu'est-ce qu'on fait? C'est comme les personnes qui vont faire du camping. Quand on fait du camping, quand on veut faire un feu, qu'est-ce qu'on fait? On va chercher du bois au plus proche de l'endroit où on campe. bien sûr. Ouais. Parce qu'on n'a pas envie de faire des kilomètres. Et ça, en fait, petit à petit, c'est quelque chose qui contribue à la déforestation de façon assez importante. Ouais. Une question que je me pose, enfin, je me pose plein de questions en fait, mais il y a pas mal de questions, en particulier sur le budget. En fait, il y a plusieurs trucs, mais combien ça coûte un panneau solaire? Parce qu'en fait, nous en France, pour nous, les panneaux solaires, c'est assez cher. Et du coup, je me dis, comment ils font pour maintenir un panneau solaire en Tanzanie, par exemple? Enfin, t'as pris d'autres exemples d'autres pays. Alors, je comprends que le rendement n'est pas le même, parce qu'évidemment, il y a plus de soleil, enfin, il y a plus de jours d'ensoleillement, enfin, je suppose en tout cas, dans ces pays-là que ici. Mais comment on arrive à financer, enfin, ou comment les personnes sur place arrivent à financer un panneau solaire, ou est-ce que c'est simplement offert par des fondations, des associations? Comment ça fonctionne? Et ça, c'est une très bonne question en fait, parce que il y a tout un modèle financier à inventer aussi là derrière. Il y a des innovations technologiques, mais il y a aussi beaucoup d'innovations sociales, d'innovations en termes de microcrédits ou des choses comme ça. Donc l'idée, à la base, il y avait beaucoup de projets, par exemple portés par Schneider Electric ou d'autres entreprises, qui étaient portés par des fondations d'entreprises. En fait, les fondations d'entreprise, elles se disaient, allez, on va faire un projet, je ne sais pas où, au Kenya, par exemple, et on va amener l'accès à l'électricité avec un micro-réseau, et en fait, on va en financer une partie en mécénat ou en donation. On va financer 80% du projet, ou je ne sais combien. Et ça, c'est super. Hein. Mais par contre, ça permet pas vraiment d'avoir un modèle économique derrière et de pouvoir le développer à grande échelle. En fait, tout l'enjeu, c'est de développer à grande échelle. On n'a pas rappelé les chiffres, mais aujourd'hui, il y a 1 milliard de personnes qui n'ont pas accès à l'électricité dans le monde. 1 milliard, c'est énorme. Et il y en a 80% qui sont en Afrique subsaharienne. Il y en a 1 milliard dans le monde, 600 millions en Afrique subsaharienne. Et dans ces 600 millions, on a 80% qui sont en zone rurale. Et quand on parle de ça, en fait, en Afrique, par rapport en Asie du Sud-Est, on a donc 400 millions, mais on voit que les courbes de projection, on va arriver vers un accès à l'électricité presque total dans les 10 prochaines années. Enfin, c'est quelque chose qui est vraiment en marche, parce qu'on a une densité de population qui est beaucoup plus grande. On a beaucoup moins de zones reculées. Ouais. En Afrique, on a vraiment une densité de population qui est très faible, et il y a tout un enjeu pour amener cette électricité dans des endroits très reculés. Et donc là, l'idée, en fait, pour avoir un modèle économique viable. Donc déjà, c'est pour ça que c'est très intéressant d'avoir des projets qui, à la base, répondent à une demande qui est assez faible et qu'on augmente ensuite petit à petit, parce qu'on arrive, grâce à ça, à faire des projets avec des faibles taux de temps de retour sur investissement.
c'est-à-dire qu'on a un temps de retour sur investissement qui est de 2-3 ans, ce qui est à peu près ce que veulent toutes les entreprises pour investir dans un projet aujourd'hui, quoi. Et en plus, ce que tu disais par rapport aux panneaux solaires, là l'idée c'est à la base c'est vraiment de mettre en place des solar home systems. C'est vraiment des tout petits panneaux solaires avec des toutes petites batteries pour répondre à un premier usage de l'électricité et ensuite augmenter cet usage. Et ce solar home system il est financé avec soit avec du microcrédit, soit avec du pay as you go, ce qu'on appelle du pay as you go. C'est un modèle qui permet aux personnes de payer uniquement ce qu'elles ont consommé. Et en fait, on disait tout à l'heure les recharges avec les téléphones. Et ben par exemple, elles disent bah voilà, aujourd'hui je vais mettre $1 en électricité. Et en fait, et voilà, il rentre un code sur le Solar Home System qu'il a récupéré grâce à son portable quand il a payé ce $1 d'électricité. Et ce code-là va lui permettre d'avoir l'équivalent de $1 d'électricité. C'est fou parce qu'en fait, quand tu dis il y a 1 milliard de personnes qui n'ont pas accès à l'électricité, moi ça me semble dingue parce que en fait ça nous semble tellement évident, enfin moi ça me semble tellement évident, on n'envisage pas que, enfin tu vois, c'est 1/8 de la population, c'est ça, hein, je me trompe pas, 1/8 de la population qui n'a pas accès en fait. C'est devenu vraiment, mais c'est ça en fait. On a vraiment eu des avancées technologiques majeures, nous, qui nous ont permis aujourd'hui de fait d'avoir l'accès à l'électricité, l'accès à l'eau potable, toutes ces choses-là. En fait, ça nous semble complètement naturel d'avoir de l'électricité dans une prise ou d'avoir de l'eau potable quand on ouvre notre robinet. Mais pour une grande partie de la population et des Homo sapiens, ça c'est pas quelque chose qui est naturel. Et en fait, c'est ça un peu l'idée de s'investir sur ce type de projet, c'est de comprendre comment en fait on peut essayer de concilier à la fois les avancées technologiques qu'on a fait et eux les savoirs qu'ils peuvent avoir sur plein d'autres thématiques pour répondre à ces questions à la fois de développement, de mieux vivre, d'adaptation au dérèglement climatique et de préservation de la biodiversité. En quoi l'accès à l'électricité dans ces zones, ça permet de prévenir, enfin pas prévenir, mais de se protéger d'une manière ou d'une autre du changement climatique? Est-ce que ça peut avoir un lien ou pas? Ah bah tout à fait. En fait, par exemple, un exemple tout bête, c'est le pompage solaire. L'idée, c'est voilà, pour faire face en fait aux grandes sécheresses dont tu parlais au début du podcast. En fait, on met en place des pompages solaires qui permettent, avec quelques panneaux solaires installés, de pouvoir puiser, de pouvoir faire tourner des pompes qui nous permettent de puiser dans un puits ou d'essayer d'avoir de l'eau quand on a des grandes périodes de sécheresse. En fait, ça permet vraiment d'être plus résilient par rapport à des événements extrêmes, par rapport à des sécheresses, par rapport à d'autres choses. Ça permet aussi pour l'agriculture de pouvoir irriguer quand on a irriguer, hein, c'est pas ce qu'on connaît, l'irrigation massive et tout ça, hein, c'est vraiment une irrigation assez minime, mais le solaire est tout à fait adapté pour ça. Par exemple, quand le soleil est à son maximum aux environs de midi, et là on va pouvoir pomper de l'eau pour les faire remonter dans des grands réservoirs qui sont un peu en altitude et les stocker à ces endroits-là. Et ensuite, on va pouvoir irriguer le soir ou le matin quand il fait pas chaud par gravité, uniquement en utilisant l'énergie potentielle pour pouvoir irriguer les cultures. Et donc ça, c'est quelque chose qui permet d'être vraiment plus résilient. Ouais. Et alors, tu vois, je trouve intéressant. Je vais être hyper cynique, attention. Moment cynique. Mais même pour les gens qui ont peur du grand remplacement, en fait, ils devraient financer ce genre d'installation parce qu'en fait, les gens, ils ne migrent pas par plaisir. Personne n'a envie de migrer. Ils migrent parce qu'en fait, ils n'ont pas le choix. Le dérèglement climatique fait qu'ils sont forcés de migrer. Donc, ces installations, quelque part, alors je pousse le trait un petit peu, mais ça va limiter la migration d'une certaine mesure. C'est-à-dire qu'en fait, ils vont pouvoir être plus résilients chez eux et donc nécessairement moins migrer. Donc même pour ceux qui sont ultra racistes, mais de toute façon, cela dit, c'est pas que je sois pour ou contre la migration. Ce qui est vrai de la migration aujourd'hui, c'est que c'est toujours de force, personne n'a envie de migrer, et surtout c'est extrêmement dangereux de migrer. Enfin, voilà, donc moi je souhaite à personne de devoir migrer de chez soi, évidemment. Mais c'est ça, et les migrations de population en fait qu'on connaît actuellement avec la crise qu'il y a eu en Syrie, etc., qui font monter les tensions et les extrêmes en Europe, c'est rien du tout en nombre par rapport aux migrations climatiques en fait. Donc c'est bien ça qu'il faut avoir en tête aujourd'hui. Et il y a vraiment ce sujet qui est hyper important, c'est le sujet de l'adaptation. Il y a le sujet de l'atténuation au dérèglement climatique, c'est-à-dire comment on fait pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre. C'est essentiel
parce que ça nous permet de limiter la hausse des températures, mais il y a aussi le sujet de l'adaptation, c'est comment on fait, parce que de toute façon le dérèglement climatique il est là, comment on fait concrètement pour permettre aux personnes de continuer de vivre là où elles habitent, ou pour pouvoir s'adapter, éventuellement voilà, migrer dans d'autres zones quand c'est pas possible de s'adapter parce que le dérèglement est trop poussé. Et là, il faut vraiment avoir de l'empathie en fait, parce que c'est des personnes comme toi et moi en fait, elles n'ont pas choisi de naître à ces endroits-là, mais par contre elles subissent de plein fouet des effets qui sont complètement dus au mode de vie qu'on a pu avoir et au confort dans lequel on est aujourd'hui, parce que c'est vraiment les émissions de gaz à effet de serre qu'on a pu produire qui nous ont amené à avoir un niveau de vie sans précédent, qui sont responsables de ces changements, et c'est là où c'est très important de parler de ces thématiques, de les faire comprendre au grand public, et pour amener cette empathie et cette compréhension globale du problème, pour savoir les personnes qui passent, qui arrivent à Briançon, qui arrivent sur les côtes en Grèce ou en Italie, elles sont pas là parce que après c'est des généralités, mais en général c'est des personnes qui n'ont pas choisi de faire ça, mais qui ont été obligées de le faire. Ce qui est intéressant dans ce que tu décris, dans le système énergétique que vous mettez en place dans ces zones, c'est qu'on pourrait se dire qu'il est quasiment plus moderne que celui qu'on a ici, ou en tout cas, il pourrait résonner avec les gens qui sont, tu sais, un peu dans cet esprit survivaliste, et te dire, attends, comment on va faire? Complètement, oui. Est-ce que ça résonne, cette idée de se dire que le système que vous mettez en place dans ces zones, il est plus moderne, et j'aimerais bien comprendre pourquoi, que ce qu'on a nous ici? Et alors nous ici en fait, l'idée c'est que aujourd'hui on a un système électrique qui est incroyable. En fait en France quand même faut se dire ce qui est, c'est qu'on a presque jamais de coupure d'électricité. C'est quelque chose qui arrive presque jamais. On a un système électrique qui est beaucoup mieux développé que par exemple celui qu'on peut connaître aux États-Unis. Et c'est vraiment quelque chose qui nous permet de répondre à la demande. Après, qui est très robuste, qui a les défauts parce que on est obligé d'utiliser aussi pour les pics de demande des centrales à charbon. On a développé le nucléaire qui produit des déchets, etc., mais qui est quand même une énergie qui a le mérite, quand elle est construite, en tout cas d'être décarbonée. Et en fait là, l'idée, il y a un cadre réglementaire aussi qui a été fait, qui a été très bien fait en fait à l'époque pour normer l'ensemble du système et nous permettre d'avoir un système qui est très performant et qui nous permet de répondre à la demande qu'on a en électricité. Mais par contre, ce cadre réglementaire aujourd'hui, il y a des expérimentations qui sont faites par des communautés énergétiques, des villages, dans le massif du Vercors, dans d'autres massifs ou ailleurs en France. Il y a plein de personnes qui s'organisent pour essayer de mettre en place dans des villages ces micro-réseaux, en fait, cette production et cette consommation locale. C'est souvent un peu difficile par rapport au cadre réglementaire qu'il faut faire évoluer pour qu'on puisse plus intégrer ces nouvelles formes de production et de consommation d'énergie. Mais là, ce qu'on fait en Afrique, ce qui est intéressant, c'est que il y a un cadre réglementaire. Ça dépend des pays, encore une fois, parce que les différents pays ont leur propre cadre réglementaire. Mais ça permet de créer des systèmes, en tout cas, qui utilisent les dernières technologies sans avoir besoin d'avoir un cadre réglementaire trop strict et qui nous permet de ne pas pouvoir expérimenter des choses. Ouais. Je comprends. Une autre question que je me pose, parce que naturellement, toi, tu as vécu, ou en tout cas, tu as beaucoup côtoyé ces populations-là. Est-ce qu'il y a des choses que tu as appris aussi? Parce qu'en fait, souvent, tu sais, on a ce regard un peu très occidental, un petit peu post-colonialiste, mais en fait, on a tous à apprendre des uns des autres. Je sais pas s'il y a des choses que tu as appris en côtoyant ces personnes. En fait, ce qu'il faut bien se dire, c'est que nous, on a évolué justement avec toute la technologie qui nous entoure. On a réussi à faire des avancées énormes en termes de système de santé, enfin tout ce qu'on connaît aujourd'hui. Donc ça nous a
on connaît plein de choses, on a plein de connaissances sur la technologie, comment ça fonctionne. Moi, j'ai une formation d'ingénieur, donc j'aime bien les chiffres, tout ce qui est mathématiques, physique, etc. Mais par contre, ça nous a aussi fait perdre. On a peut-être moins de connexion avec la nature, on arrive moins à comprendre comment ça fonctionne, pourquoi c'est important d'avoir une biodiversité qui est en pleine forme, comment ça nous impacte. Et en fait, les différents villages et les communautés dans lesquelles on a pu aller, et ben en fait, ces personnes-là, elles ont peut-être pas forcément les connaissances technologiques qu'on a aujourd'hui, mais par contre, elles ont plein d'autres connaissances qui sont essentielles. Aujourd'hui, il y a 5%. C'était pas forcément toutes des communautés indigènes dans lesquelles on allait, mais ces communautés indigènes aujourd'hui, elles représentent 5% de la population mondiale et elles préservent 80% de la biodiversité au niveau mondial. Donc il y a des connaissances ancestrales, des connaissances indigènes qui sont essentielles aujourd'hui, des connaissances de ces communautés locales aussi. Et en fait, moi j'ai appris plein de choses, que ce soit pour comprendre vraiment les usages, les usages que les personnes peuvent avoir, comment on cultive dans des environnements très secs en période de sécheresse, comment on arrive à replanter des arbres, comment on arrive à avoir une biodiversité, comment on arrive à créer à faire de la menuiserie ou d'autres types de savoir-faire qui sont assez incroyables. Et ça, faut vraiment y aller sans être bon. Ok, moi je vais vous apprendre comment il faut faire. Je vais vous dire, voilà, je sais comment ça marche un panneau solaire, je sais comment ça marche un onduleur. On va installer tout ça et puis vous allez voir, ça va marcher. En fait, si on y va comme ça, là, j'encadre des thèses actuellement, là, une thèse en sciences sociales notamment, qui regarde la durabilité des projets de micro-réseaux. Et en fait, on voit que si on y va comme ça, en se disant, bah voilà, nous on est la grande entreprise où nous on va mettre en place un système pour produire de l'électricité et vous allez voir, ça va être super. Sans prendre en compte vraiment comment ça se passe réellement sur le terrain et quelles sont les attentes des personnes, et ben en fait le projet, au lieu de durer 20 ans, avec une durée de vie de 20 ans ou 25 ans, il dure 2 ans et ensuite les personnes ils utilisent les panneaux solaires en table pour pique-niquer quoi. Donc, donc ça c'est quelque chose qui est vrai. En plus ça s'est vraiment passé quoi. Donc non mais j'imagine. Tu sais, j'ai cet exemple en tête. Je sais pas si tu le connais. Peut-être que c'est toi qui m'en as parlé. C'est possible aussi parce qu'on s'est rencontrés en août dernier. Ouais. Ces Européens, occidentaux en tout cas, qui sont arrivés dans un village, dans un pays, je sais plus lequel, un village reculé, et ils n'avaient pas l'eau potable. Ils n'avaient pas l'eau en fait. Ils devaient aller dans un puits qui était à X kilomètres du village. Et en fait, ils se sont dit, bah attends, c'est trop con, on va mettre un puits à cet endroit-là. Donc en fait, ils n'ont pas demandé l'avis aux villageois ni aux villageoises, et ils ont creusé un puits en se disant, bah comme ça, ils vont avoir accès à de l'eau directement dans le village. Et en fait, les femmes ont extrêmement mal réagi parce que, en fait, le fait qu'elles doivent aller jusqu'au puits, c'était le seul moment où elles pouvaient sortir de chez elles et se retrouver entre femmes. Et en fait, c'était pendant cette marche. Alors bien sûr que c'était pénible parce qu'il fallait faire la marche, mais néanmoins, c'était un moment de socialisation qui était extrêmement important pour elles. Et en fait, en mettant le puits au milieu du visage, en mettant le puits, pardon, au milieu du village, ils ont tué ça. Donc en fait, en essayant d'apporter le confort que nous on a ou que l'on connaît, en fait, et sans s'intéresser aux populations locales, on peut être totalement à côté de la plaque. Et ça, c'est important de le rappeler, hein, bien sûr. Bah, c'est super important. Et puis c'est vraiment comprendre l'autre pour ensuite essayer avec leurs connaissances et avec nos connaissances de faire une belle complémentarité et d'arriver à faire des projets qui durent dans le temps. Et tu parlais tout à l'heure des populations indigènes. Ce qui est toujours marquant, c'est de se dire, quand on se balade dans une forêt, toi, moi en tout cas, toi je sais pas, en fait moi je suis incapable de reconnaître les arbres, les plantes, je sais même pas dire, tu vois, bon bien sûr il y a quelques arbres, on sait reconnaître, tu vois, les érables, les chênes, etc. Mais passer ça, en fait pas vraiment. Et alors que eux, ils ont vraiment cette connaissance hyper pointu. Alors nous, on a des connaissances qui nous servent pas forcément à grand chose au jour le jour, sauf de faire le malin dans le dîner le soir. Mais par contre, les connaissances essentielles, on les a perdues quelque part. Ouais. Et eux, ils sont ça. C'est ça, c'est pour ça que c'est vraiment quelque chose d'important. C'est deux types de sociétés qui ont évolué différemment depuis une centaine d'années avec les révolutions pré-industrielles qu'on a pu connaître. Et en fait, ces deux types de sociétés, aujourd'hui, elles ont chacune des connaissances, des savoir-faire et une façon de voir les choses qui ont vraiment des fortes complémentarités pour nous permettre de répondre à l'urgence climatique. Et c'est tout l'enjeu de réconcilier un peu ces deux sociétés différentes en prenant le meilleur de chacune pour essayer de créer ce futur plus durable. Ouais. Qu'est-ce que
est-ce qu'il y a des choses qu'on pourrait mettre en place ici? Alors, des mini-réseaux locaux, pardon, ça fait pas forcément de sens parce qu'on a des centrales, donc je suis pas certain que ça soit cohérent de vouloir le mettre en place, mais des choses que tu as pu apprendre sur place qu'on pourrait mettre en place ici. Alors, je pense que des mini-réseaux locaux, c'est quand même une bonne idée parce que à la fois, ça nous permet d'utiliser plus d'électricité renouvelable et à la fois, en fait, ça implique l'ensemble des citoyens. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de projets qui existent ici aussi en France là, où en fait c'est des communautés, les personnes d'un village ou d'autres qui se mettent ensemble et qui disent bah voilà, nous on a envie de produire de l'électricité de façon renouvelable et ensuite de la consommer. Et en fait ça, à la fois, ça nous permet d'investir dans des projets d'électricité, de génération d'électricité renouvelable avec du solaire, de l'éolien, etc. Et aussi à la fois, ça nous permet de sensibiliser l'ensemble des populations pour mieux comprendre comment on consomme l'électricité et pourquoi c'est important de pas, je sais pas, tous se doucher à 19h le soir, quoi. Parce que là, on a vraiment une pointe de demande. Et en fait, c'est vraiment une sensibilisation qui est super intéressante. Ça nous permet à la fois d'avoir de l'efficacité énergétique et d'avoir de la sobriété énergétique. C'est-à-dire de consommer peut-être de façon plus raisonnée ou en comprenant mieux en fait les enjeux qu'il y a derrière la production d'électricité, de consommer à des moments qui sont plus opportuns et aussi d'être plus efficace en ayant des appareils qui sont plus efficaces énergétiquement. Et oui, il y a un point dont tu parles, mais je suis pas certain que tout le monde soit bien au courant. Mais la problématique majeure, enfin je sais pas si c'est la problématique majeure, mais une des problématiques majeures dans l'énergie, c'est les pics de consommation, c'est-à-dire le fait que tout le monde consomme au même moment. Et c'est ça qui oblige à avoir des, ce que je parlais tout à l'heure des systèmes très robustes. Un système robuste, c'est un système qui est capable d'accepter des pics de consommation. Et en fait, les pics de consommation, c'est toujours les mêmes. C'est le matin, le soir. Et c'est pour ça qu'on fait payer l'électricité de manière différenciée en fonction du moment de la journée d'ailleurs. C'est ça, et tout l'enjeu, c'est vraiment de lisser cette courbe de production. En fait, l'idéal, ce serait qu'on consomme tous de l'électricité quand il y a du soleil. En fait, parce que comme ça, on pourrait avoir beaucoup moins besoin de stockage d'électricité qui coûte de l'argent, qui coûte des batteries, qui dépense des métaux rares, etc. Là, l'idée, par exemple, un système tout bête qu'on avait mis dans les différents villages, mais ça, en fait, ça aussi, ça dépend de l'acceptation, l'acceptabilité de ce type d'exigence, en fait, parce que voilà, c'est ça. En fait, on avait un système qui disait, bah voilà, là, l'électricité elle est disponible, donc il y avait un voyant vert qui s'allumait. Là, on est en voyant orange parce qu'on a presque plus, enfin, on a une électricité on en a plus énormément. Et ensuite, le voyant rouge, c'était vraiment quand il fallait plus du tout consommer. Et on pourrait très bien imaginer que nous, dans toutes les maisons, on ait un peu ce type de voyant qui nous fasse prendre conscience que voilà, là, on est dans le pic de demande et il faut mieux éviter de consommer à ce moment-là. Et à ce moment-là, on n'utilise pas notre four, par exemple, mais on va plutôt utiliser faire un autre plat ou je ne sais quoi. Et ça permettrait vraiment de sensibiliser, d'avoir plus d'efficacité et de sobriété énergétique. Par contre, il faut voir l'acceptabilité en termes de ces différentes mesures. Ouais, mais peut-être qu'en responsabilisant les gens, parce que les gens sont pas idiots non plus, peut-être qu'en les responsabilisant, ça marcherait mieux, justement. Parce que je suis pas certain que les gens comprennent bien, puisqu'en fait, ils ne se rendent pas compte de leur consommation au quotidien. Et ben c'est tout l'enjeu à chaque fois, c'est de comment on transmet ce type de savoir, ce type de connaissances au grand public. Et ça, c'est vraiment un enjeu qui est très important aujourd'hui quand on voit l'ensemble des choses qui sont faites, notamment avec cette période de campagne présidentielle. On voit que c'est un peu encore compliqué, quoi. Donc il faut qu'il y ait des personnes qui s'investissent là-dessus. Avec le podcast que tu fais, c'est super. Et puis avec toutes les vidéos, toutes les choses qu'on peut voir, c'est super que des personnes s'investissent pour parler de ces sujets et en parler en transmettant les connaissances. Comme ce podcast s'appelle Vent, j'aimerais savoir à quoi tu veux ouvrir et où claquer la porte. Alors donc l'idée serait d'ouvrir plutôt la porte et de l'ouvrir justement à comment, ce qu'on parlait un peu tout à l'heure. Aujourd'hui, on a un peu deux types de sociétés dans le monde actuel. On a plutôt des sociétés un peu plus technologiques qui nous ont permis d'atteindre des niveaux de connaissances en technologie, en sciences, en santé, etc. Sans précédent dans l'histoire de l'humanité. Mais on a peut-être aussi aujourd'hui, quand on parle beaucoup de révolution industrielle, d'intelligence artificielle, pour répondre aux grands enjeux du XXIe siècle que sont le dérèglement climatique et la préservation de la biodiversité, on a peut-être un peu plus aussi intérêt à écouter d'autres types de savoirs, de connaissances, notamment les savoirs ancestraux, les savoirs locaux, les savoirs indigènes, qui peuvent nous permettre, en complément de
toutes les connaissances, toutes les technologies qu'on a développées, de rassembler un peu les deux et d'avoir cette complémentarité pour trouver les bonnes solutions pour construire ensemble un futur plus durable et plus juste. Et c'est vraiment l'idée de cette ouverture que j'ai envie de faire, de montrer voilà comment on peut rassembler ces deux types de sociétés avec des connaissances très complémentaires, je pense, et on a tout intérêt à le faire pour faire face à l'urgence climatique. Ouais. Parfait. Merci beaucoup, Nicolas. Merci beaucoup, Greg. Merci d'avoir écouté Vlan. Si vous avez aimé l'émission, n'hésitez pas à mettre des étoiles sur vos plateformes de podcast préférées. Vous pouvez aussi partager l'épisode sur vos réseaux sociaux, Instagram Stories, Facebook, LinkedIn, où vous voulez. Je suis Grégory Pouy. Vous pouvez me retrouver sur l'intégralité des plateformes sous le nom Greg from Paris. Si vous avez des idées pour des invités, si vous avez des commentaires, n'hésitez surtout pas à m'envoyer un message. Allez, merci et à bientôt.